Et bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission d'actualité sur France Info, l'information du jour et vos questions avec ce QR code qui ne quitte pas l'écran. On compte sur vous, on vous répond pendant 2 heures. Ce soir, on ausculte d'abord le grand malaise des proviseurs, vétusté, violence, menaces et des élèves d'ailleurs. La ministre de l'Éducation nationale est à leur côté face à des incidents en augmentation comme à Cachan dans le sillage d'une mobilisation des élèves aujourd'hui. Deuxième thème qu'on traite ensemble, qui arrêtera Donald Trump, sa dernière rivale, jette l'éponge. Il reste seul en lice après le Super Tuesday face à Joe Biden et nombre de pays occidentaux s'inquiètent de son éventuel retour à la Maison-Blanche. Est-ce pour cela d'ailleurs qu'Emmanuel Macron met la pression sur ses alliés et sur la défense européenne? Et si les 27 se retrouvaient seuls face à la Russie? Le président consulte notamment ce soir. On sera en direct de l'Elysée où il va accueillir ses 2 prédécesseurs. On en parle bien sûr avec Myriam. Vous nous rappelez rapidement le mode d'emploi, Myriam, du QR code. On vous répond, c'est votre émission avec ce QR code. Vous le flashez, c'est-à-dire que vous prenez votre téléphone portable, vous allez sur appareil photo, vous visez ce QR code, un lien apparaît, vous appuyez dessus et vous posez toutes vos questions en direct. Elles arrivent sur cette tablette et merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour répondre aux questions des téléspectateurs. Et pour vous répondre, Nicolas Bray, bonsoir monsieur. Bonsoir. Proviseur de l'établissement Fénelon, secrétaire académique du SNPDEN, c'est le syndicat qui représente les personnels de direction de l'éducation nationale UNSA Paris, à vos côtés parce que aussi les élèves sont concernés et se mobilisent avec leurs enseignants. Gwen Thomas Alves, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président et porte-parole de l'Union syndicale lycéenne. On aura aussi 2 autres expertes par liaison vidéo. Mais d'abord, comme chaque soir, les images, les témoignages. Derrière la colère, la vétusté se superposant aux revendications des enseignants et à une manifestation spontanée des élèves aujourd'hui. Une vingtaine de jeunes cagoulés ont brûlé notamment du mobilier puis des poubelles devant le lycée de Cachan dans le Val-de-Marne. 2 policiers ont été blessés, 1 mineur interpellés, Juliette Poissonnier et Elwen Martin. Des poubelles incendiées et des jets de projectiles devant l'entrée de ce lycée à Cachan. Plusieurs jeunes, dont certains au visage dissimulé, s'en prennent aux forces de l'ordre et retournent cette voiture. Très vite, 200 à 300 personnes se massent devant l'établissement. Au départ, un rassemblement lycéen spontané, selon la maire de la ville. Des élèves qui auraient été rejoints par d'autres jeunes extérieurs au lycée, selon le rectorat. Ça s'est organisé au dernier moment sur les réseaux sociaux, mais ça a rapidement dégénéré et c'était pas l'idée de base. J'avais juste beaucoup de poubelles qui brûlaient, notamment ici, et devant l'entrée du lycée. Du coup, ça nous empêchait de rentrer dans le lycée. On ne pouvait pas rentrer, il y avait une énorme foule autour de la porte. Ces incidents interviennent devant un établissement connu pour sa vétusté. Des fuites d'eau dans les plafonds, des plaques qui se détachent, des fenêtres impossibles à fermer et la présence d'amiante selon des professeurs. Des conditions difficiles à supporter pour certains élèves. On pouvait choisir entre plusieurs lycées, on est venu à Cachan parce qu'on a un tas de jus, réussite au bac, tout ça. On arrive dans les lycées, les locaux ils sont moisis, les portes elles se cassent, les lumières elles tombent sur les profs, tout ça. La semaine dernière, de nombreux professeurs avaient exercé leur droit de retrait pour dénoncer le délabrement des locaux. Les élèves qui nous ont soutenus ont fait une pétition et ont souhaité, comme nous, que notre cadre de travail soit nettement amélioré parce qu'il est pour l'instant plutôt insalubre et potentiellement dangereux. Les cours ont été maintenus malgré les violences. 2 policiers ont été blessés. Nicolas Bray, c'est la vétusté, le niveau de vétusté et d'abandon de ces établissements qui peut dégénérer dans la colère qu'on a vue hier. Dans la situation de Cachan, oui, c'est comme ça que ça démarre. Les professeurs, vous l'avez dit, qui font valoir un droit de retrait. Des élèves, des lycéens dans une forme de solidarité bienvenue ou malvenue, peu importe, je n'en juge pas, mais qui soutiennent les enseignants. Et puis souvent, sur ces mouvements, on voit que se greffent d'autres groupes qui font que ça dégénère, parce que les lycéens qui manifestaient pour défendre, protéger leur établissement, bien souvent se trouvent démunis pour pouvoir endiguer, contrôler, maîtriser des extérieurs. Et ça dégénère, comme on a pu le voir à Cachan. Gwen Thomas Alves, vous regrettez que cette colère qui était partagée par les enseignants et les lycéens ait dégénéré ainsi?
Non, bien sûr, effectivement, on a vu sur les images, hier, il y a eu des dégradations qui sont marginales au mouvement. En réalité, effectivement, il y a eu la semaine dernière des professeurs qui se sont mis en droit de retrait. C'est vrai que c'est des images qui frappent, qui marquent. Évidemment, ça marque et on les condamne. C'est pas comme ça que nous, par exemple, à l'USL, on essaie de lutter contre l'inaction du gouvernement dans l'éducation nationale. Après, il faut aussi se rappeler la source du problème. La source du problème, c'est qu'il y a un lycée où il y a de l'amiante, où il fait 12 degrés dans les salles, où il y a des portes qui sont cassées, comme l'a dit la lycéenne. Et donc, évidemment, qu'il y a des professeurs qui se mettent en droit de retrait. Ça n'a pas marché. Et donc, pour réussir à combattre Pécresse et sa politique dans les lycées en Ile-de-France, la seule chose qui marche, c'est le rapport de force. Hier, on a des lycéennes, des lycéens que l'on soutient et qui ont voulu imposer ce rapport de force. Et malheureusement, ça a été marginalisé par des actions qui ne viennent pas de ce lycée. C'est important de le dire. Et donc, nous, maintenant, on se tient à disposition du lycée pour pouvoir les aider et pour pouvoir continuer les actions et imposer le rapport de force final à Valérie Pécresse pour que ce lycée soit rénové. Les étudiants, enfin les lycéens et leurs enseignants, leurs directeurs, les directeurs d'établissement qui sont, semble-t-il, unis dans cette bataille, ça va, c'est bien? Bien sûr, nous, évidemment. Enfin, dès qu'on peut travailler avec les syndicats de personnel de l'éducation nationale et des syndicats de professeurs, on l'accueille volontiers. Enfin, depuis le 1er février, il y a énormément d'enseignantes et d'enseignants qui sont mobilisés. Et nous, on les joint et justement, on appelle à une mobilisation générale des lycéennes et des lycéens contre le SNU, contre l'uniforme, contre les massacres à Gaza et contre le cancer qu'est l'extrême droite. Donc, je pense que cette convergence des luttes doit se faire parce qu'on est dans une situation où seule la manifestation, seule la mobilisation permet de faire tomber Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et toutes les personnes qui détruisent en réalité notre école tous les jours. Là, c'est oui, comme vous dites, c'est la convergence des luttes, c'est toutes les luttes ensemble. Très concrètement sur la vétusté, je me tourne vers vous, monsieur, à la tête de Fénelon. Selon une enquête menée par l'intersyndicale de Saint-Denis, dans ce département de la Seine-Saint-Denis, dans 60% des cas, il manque aussi des ordinateurs. Bon, ça, parfois, selon la richesse du département, même si c'est un obstacle au travail, ça peut-être s'entendre. Du matériel pédagogique ou encore du savon. Ouais, ça peut arriver. Alors, sur les chiffres, je les ai pas exactement. Non, mais vous êtes solidaire des collègues qui sont dans cette situation. Bien sûr, il y a des établissements pour lesquels la situation est extrêmement compliquée pour les faits que vous décrivez, sachant que la question des ordinateurs ne dépend pas du département. Enfin, il y a des départements qui sont le lieu sociaux de vie, mais pour ce qui est des lycées, il est bien question des régions qui sont maîtres d'œuvre, propriétaires et qui ont la charge des travaux et de la maintenance et de l'entretien des lycées. Et vous vous sentez, Gwen, Thomas Alves, abandonné? Alors on a compris l'opposition à Valérie Pécresse, mais vous vous sentez abandonné par la région qui est censée entretenir ces établissements et qui peut-être favorise d'autres départements plus dotés? Bien sûr, en fait, c'est ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, il y a une énorme disparité dans l'aide au lycée. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir le 93, le lycée Paul-et-Loire, qui prenait l'eau, des lycées dans le 94 qui prennent l'amiante, un lycée à Vitry où il n'y a pas de toilettes, des toilettes insalubres. Donc, évidemment qu'il y a cette énorme disparité. Et évidemment, ce qu'on retrouve, c'est que dans Paris-Centre, dans Paris même, il n'y a aucun problème dans les lycées. Il n'y a pas un seul souci Henri IV. Et par contre, quand on va en banlieue, évidemment, c'est là où il y a des soucis et c'est là où il faut réagir. Non, je crois qu'il ne faut pas opposer la banlieue à Paris. Il y a évidemment un contexte qui fait que il y a des établissements qui sont privilégiés. Il y a aussi de très beaux établissements en périphérie de Paris. Il y a des établissements vétustes partout. Voilà, c'est bon de le noter. Mais vous, chez vous, vous avez des problèmes de... Alors, je représente mes collègues. Je dois avouer que particulièrement dans le contexte du mien, c'est un vieux lycée qui est, on va dire, qui a le cachet de l'ancien. Oui, parce que Fénelon, ça brille un peu dans la réputation. Voilà, mais est-ce que vous avez, vous aussi, des problèmes de savon, d'ordinateur, d'amiante, de froid, de chauffage? Ne parlons pas de mon établissement parce qu'on n'est pas trop maltraité. Ce serait malheureux d'attirer l'attention là-dessus. Ce qui serait peut-être bien d'expliquer, c'est, je pense à la question de Maë à l'instant, comment faire pour que les élèves de collège et de lycée respectent plus les établissements scolaires et les professeurs. Les dégradations dont on parle, c'est des dégradations parce que les établissements sont vieillissants, ce sont des dégradations aussi parce que ce sont des étudiants qui dégradent. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Enfin, je laisserai les lycéens répondre en leur nom après, mais il y a d'une part un contexte. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des établissements qui sont des ghettos. Et que dans ce contexte de ghetto, la vie... nos jeunes gens, pardonnez-moi d'employer ce mot-là, mais se sentent mis en périphérie, mais ça peut être de Paris, ou
en périphérie, en banlieue, au sens propre, ont le sentiment que leur établissement est un mauvais établissement et qu'en plus s'ajoute à ça des dégradations. Et cette accumulation, le fait de se sentir au banc dans un contexte qui n'est pas confortable, entraîne un désarroi qui se traduit parfois de façon inadaptée à mon sens, mais qui se traduit et qu'on peut mesurer. Il y a la question de la vétusté et puis la question de la dégradation qui est entraînée parfois parce qu'on est dans un contexte où on se dit à quoi bon. Nous avons Julie Garnier en liaison vidéo sur ce 17-19. On vous répond. Vous êtes conseillère régionale, Madame Île-de-France, pour la France insoumise. Vous connaissez bien la situation de cet établissement de Cachan. Pour rebondir sur la question de notre téléspectateur, est-ce que vous comprenez qu'une vétusté telle qu'elle est dénoncée par les enseignants et les élèves de ce lycée puisse entraîner une colère, même si notre invité lycéen nous disait qu'il fallait les décorréler parce que c'était pas les mêmes jeunes, pas les mêmes acteurs. Tout à fait. Notre groupe était présent à Cachan cette semaine et donc on suit de très près la situation de ce lycée. Mais malheureusement pas que de celui-ci, parce que beaucoup de lycées en Île-de-France sont dans cette situation. Et j'ai envie de dire, la première personne qui ne respecte pas les lycées, c'est d'abord Madame Pécresse. C'est elle qui ne remplit pas son rôle d'entretien des locaux, puisque c'est la région qui en a la responsabilité. Sur Cachan, il faut comprendre de quoi on parle exactement. On parle de plafonds qui s'effondrent sur les élèves, sur les profs. On parle de fils dénudés où les enseignants reçoivent des coups de jus. On parle de pannes à répétition. Dans des internats comme à Melun ou ailleurs, on parle d'alarmes incendie qui se déclenchent même la nuit. Alors imaginez quand vous êtes en internat, on parle de toilettes qui sont inaccessibles, d'eau trouble dans les robinets. Enfin, la situation, elle est quand même très inquiétante, jusqu'à avoir des rats de manière régulière dans plusieurs lycées, pas qu'un seul. Il y en a à Cachan, mais il y en a aussi ailleurs. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un problème systémique de financement de ces lycées. Et s'il faut opposer quelque chose, eh bien, il faut opposer malheureusement tout le soutien financier que Valérie Pécresse accorde à qui ? Accorde aux lycées privés, alors qu'elle n'en a aucune obligation. Je vais vous donner un chiffre pour que vous compreniez. En 2017, quand Valérie Pécresse arrive à la tête de la région, le montant des financements pour les lycées privés non obligatoires est à hauteur de 2 millions. Aujourd'hui, on est à 11 millions par an. Donc vous comprenez bien que cette somme, elle ne va pas de fait au lycée public. Et quand vous voyez les photos qui sont en train de défiler, c'est tout simplement inacceptable. C'est la responsabilité de Valérie Pécresse. Madame, j'entends la responsabilité de la présidente de la région d'Île-de-France. Néanmoins, vous siégez dans ce conseil. Ce que vous défendez, ce que vous portez ne marche pas. Vous n'arrivez pas à faire entendre votre voix. Est-ce que vous déplorez que l'opposition en Île-de-France n'arrive pas à obtenir gain de cause et à aider ces lycées si c'est une bataille qu'effectivement vous portez ? Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité d'efficacité politique pour le coup sur ce dossier-là ? Alors, je vais vous répondre là aussi par un fait. Madame Pécresse a empêché l'opposition de pouvoir siéger dans les conseils d'administration des lycées d'Île-de-France. Ça, c'est son choix. Et donc, comme elle a la majorité absolue, nous n'avons pas le droit de siéger dans les conseils d'administration des lycées. Et bien souvent, dans les conseils d'administration des lycées, il n'y a aucun représentant de la région. Et ça, je crois que tous les professeurs, tous les personnels qui travaillent dans les lycées savent que c'est une réalité. Et que depuis 2015, depuis qu'elle est à la tête de la région, nous n'avons pas le droit de siéger. Donc, on fait ce qu'on peut, on écrit des courriers, on écrit des lettres, je le fais également régulièrement, mais malheureusement, nous n'avons pas forcément les réponses à nos questions. Et y compris lorsqu'on pose la question en séance, mais qu'a fait Madame Pécresse ? Eh bien, elle a divisé notre temps de parole par 3 à la séance budgétaire. Ça, ce sont des faits. Donc, on fait le maximum, mais surtout, on est là dans les mobilisations. Et c'est pour ça qu'on était à Cachan et qu'on continue à dénoncer la mauvaise gestion de Valérie Pécresse, que ce soit dans les lycées, mais aussi dans les transports. Alors, vous restez avec nous, madame. On va continuer à illustrer par nos reportages la vétusté qui est dénoncée par les élèves et par leurs enseignants scolaires. C'est pas seulement le cadre principal des bâtiments, c'est aussi parfois des locaux cruciaux comme les internats pour des classes préparatoires. À Melun, en Seine-et-Marne, les élèves et les personnels du lycée Jacques Amiot dénoncent là encore l'insalubrité de leur internat. Il fait froid, les sanitaires sont en nombre insuffisant. Parfois, il n'y a pas d'eau chaude et ils le considèrent comme un frein à leurs études. Cécile Claveau et Farid Benbekaï.
Des douches à l'eau froide, des radiateurs qui ne fonctionnent pas, des fenêtres cassées ou encore des pannes d'électricité. C'est le quotidien de ces élèves de l'internat du lycée Jacques Amiot à Melun. On peut ne pas avoir d'électricité pendant 3 jours comme ça, ou ne pas avoir de toilettes, ou avoir un toilette pour 10 personnes. On a des douches qui marchent une fois sur 2, avec parfois 5 minutes pour régler et pour avoir de l'eau chaude. C'est compliqué d'avoir une alarme incendie qui sonne 2 à 3 fois par jour. Ce qui fait qu'au bout de la 3e fois, évidemment, on ne va pas sortir à chaque fois que ça sonne. Cet établissement héberge 78 internes, tous en classe préparatoire. Dans quelques mois ou l'an prochain, ils doivent passer des concours, mais difficile d'étudier dans ces conditions. En prépa, on leur en demande beaucoup, on leur demande beaucoup de travail. Donc il faut que les conditions de logement et d'études puissent suivre. Contacté, la région nous a précisé que des travaux de rénovation pourraient être réalisés en 2025. En attendant, les élèves ont lancé une pétition. Déjà plus de 1400 personnes l'ont signée. Nicole, pardon. Alors, en Myriam. fait, c'est parce que ce reportage répond un peu à la question principale que nous pose ce soir Mister Titi. On vous remercie pour vos pseudonymes toujours assez riches. Comment, dans des conditions aussi rudimentaires, demande-t-il, les lycéens sont censés continuer à s'instruire? Est-ce que ces dégradations impactent la qualité de travail des lycéens? Non, évidemment, en fait, il y a plein de choses qui font qu'on a des lycéennes et des lycéens qui n'arrivent plus à travailler correctement. On va avoir le manque de professeurs. On parle de milliers de profs qui ne sont pas aujourd'hui, on parle d'énormément de professeurs qui ne sont pas remplacés aujourd'hui. On va parler de la condition matérielle des lycées, comme on l'a vu dans le reportage et comme on l'a vu à Cachan, qui sont absolument insalubres. Donc évidemment, ces deux choses-là que l'on converge ensemble, évidemment qu'à la fin, on a des lycéennes et des lycéens qui n'arrivent plus à travailler correctement et on n'a pas de droit de retrait, nous, comme les professeurs, et on les encourage évidemment à l'utiliser, ce droit de retrait. Mais nous, on n'en a pas. Donc en fait, notre seul moyen d'expression, ça va être par des pétitions, etc., etc. Mais c'est pas quelque chose qui fonctionne. Valérie Pécresse et toute la région Île-de-France n'arrivent pas à entendre ces pétitions, et donc on va passer directement par des actions supérieures. Ça va être le blocus, des manifestations ou des rassemblements devant les lycées pour montrer qu'on a une voix à porter et qu'il est hors de question. Vous allez monter en intensité dans les jours prochains? Évidemment. C'est pour ça que nous, on appelle à une mobilisation générale. C'est qu'il y a un ras-le-bol général, premièrement, qui doit se transformer en mobilisation lycéenne. Et parce que nous, on considère que, on a une voix à porter, qu'il y a il y a plusieurs aspects aujourd'hui qui font qu'on doit se mobiliser. Ça va être l'extrême droite, comme je l'ai dit, et tout le projet réactionnaire porté par Emmanuel Macron qui s'illustre avec le SNU et l'uniforme. Et donc toutes ces choses-là mises bout à bout font que c'est nécessaire que l'on doit se mobiliser. Nicolas Bay, vous qui êtes à la tête d'un établissement qui représentait ce soir Nicolas Bray, pardon. Nicolas Bray, pardon. Vous avez, excusez-moi. Oui, c'est vrai. C'est le propos de Gwen qui m'a fait dériver sur la mauvaise pente. Est-ce que ça vous choque quand on voit cet internat et les conditions dans lesquelles ces jeunes sont censés effectivement travailler? Il est évident que les conditions de travail de nos lycéens sont choquantes dans un certain nombre d'établissements. C'est évident. Et que le fait de travailler convenablement passe par le fait d'avoir un cadre apaisant, serein, confortable, pratique. Ça, c'est évident. Donc, j'ai pas l'historique de l'internat de Jacques Amiot exactement, mais ça répond à ça, bien évidemment. Peut-être une question, si Julie Garnier est toujours avec nous, parce que je l'ai vu juste derrière vous, Patricia, de la part de Guillaume. On oppose, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la rénovation des collèges et lycées aux subventions accordées au privé. Mais quel est l'intérêt des régions de favoriser ces derniers? Parle-t-on des mêmes budgets? C'est la question que vous pose Guillaume. Oui, c'est le même budget, c'est le budget de la région qui est voté et qui est alloué. Le problème, c'est que quand on favorise le privé, il y a derrière une logique. Et cette logique, c'est laquelle? C'est d'ouvrir la porte à la marchandisation et à la privatisation des services publics. Et donc, on le voit avec les transports, puisqu'elle conduit exactement la même politique de privatisation. On le voit avec les lycées, mais on le voit d'une manière générale avec tous nos services publics. Pourquoi est-ce que tous nos services publics sont aujourd'hui aussi délabrés, manquent cruellement de moyens, que quand Bruno Le Maire appelle à faire 10 milliards d'économies, c'est toujours sur les mêmes que ça retombe? Eh bien, à un moment, il va falloir poser la question du projet politique. Et le projet politique, quel est-il? Il est de dégrader les services publics pour faire ouvrir un marché, ouvrir des potentialités financières à des concurrents. Elle est là, la réalité, et que cette privatisation, cette marchandisation de l'éducation, on le voit et elle est à l'œuvre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on a une ministre qui n'hésite pas une ancienne ministre qui n'hésite pas à
opposer les enseignants du public d'un côté en disant qu'ils n'arrivent pas, ils ne sont jamais là et à les fustiger, et de l'autre côté en vantant le privé et en vantant notamment Stanislas, c'est un problème. Pour reprendre l'exemple de Stanislas, Valérie Pécresse a assumé le fait de financer les 2 derniers ascenseurs de ce lycée à hauteur de 500 000 €. Il me semble que ces 500 000 € auraient été très bien pu être utilisés au lycée Jacques Amiot à Melun ou en d'autres pour que au moins il n'y ait pas d'alarme incendie au moins 3 fois par jour. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir été avec nous en direct dans ce 17-19. Nicolas Bray, secrétaire académique du SNPDEN UNSA Paris. Est-ce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas la même voix quand on est proviseur d'un lycée parisien ou d'un lycée d'un département mieux doté ou un lycée de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne? Est-ce qu'on a est-ce qu'on a un porte-monnaie plus petit? Est-ce qu'on n'a pas la même voix? Pas tellement la question du porte-monnaie, mais ça serait malhonnête. Peut-être là, quand on voit ça serait malhonnête de répondre de ma part, de répondre qu'on a tous la même voix. Je suis aussi représentant de mes collègues et je peux pas ramener tout à ma situation. Donc ce serait malhonnête de dire qu'on a tous. Mais justement, la position de votre syndicat par rapport à cette situation de vétusté des établissements, quelle est-elle? Par exemple, nous avons demandé officiellement à Madame Pécresse par un courrier que l'ensemble des crédits qui sont attribués au privé nous soient présentés. Parce que Mme Pécresse parle de 11 millions pour le privé et de 1 milliard pour le public, mais les chiffres sont tels qu'ils nécessitent d'être détaillés en réalité. Quid de la masse salariale, qui est très importante dans le public pour la prise en charge de la région, bien évidemment, enfin il faut pas le nier, mais sur la question de l'entretien, sur la question du suivi, de la vétusté, même si la collectivité investit massivement dans certains établissements publics, c'est évident, on ne peut pas le nier. On a besoin de réponses précises. On a saisi la CADA sur cette question d'ailleurs. Et la CADA, c'est la CADA, c'est la commission d'accès au droit, enfin aux documents administratifs, qui nécessitera qu'on ait une réponse précise à nos questions. Des établissements parfois à l'abandon et des personnels de direction agressés, comme dans le lycée Maurice Ravel dans le 20e. Quelques 150 chefs d'établissement parisiens s'étaient rassemblés en début de semaine devant l'emblématique Sorbonne à Paris en soutien aux proviseurs de ce lycée. La ministre de l'Éducation nationale, vous le voyez, s'est rendue au lycée Ravel pour soutenir le proviseur qui a été visé par des menaces de mort après une altercation avec une élève pour qu'elle enlève son voile. La ministre a déploré, je cite, des attaques inacceptables, des menaces de mort donc sur les réseaux sociaux dont Nicole Belloubet a dénoncé la nocivité. Nous sommes extrêmement vigilants par rapport aux réseaux sociaux. Il se diffuse et il se propage sur ces réseaux des éléments qui sont tout à fait inexacts, des narrations erronées. Et je trouve que ces approximations avec la réalité ou ces erreurs sur la réalité des faits qui se sont passés peuvent être extrêmement dangereuses. Nous devons tous y être attentifs puisqu'on sait très bien ce qui a été à l'origine de l'assassinat de Samuel Paty. Et évidemment, nous sommes très attentifs à ce type de situation. Nicolas Bray, là, on a vu les établissements parfois en danger. Là, ce sont les personnels de direction des établissements qui sont menacés, j'allais dire une nouvelle fois, mais dans leur intégrité physique. C'est plus les murs, là, c'est plus même les insultes, c'est des menaces. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, notre position était celle de défendre notre collègue proviseur et puis l'équipe de direction. Il arrive la même chose à des enseignants. Enfin, je ne veux pas opposer les uns aux autres, bien évidemment. Ce serait déplacé, mais oui, en tout cas, c'est ce qui nous a fait réagir et nous a fait nous rassembler massivement lundi pour soutenir nos collègues, pour 2 raisons. Parce que la question de ces menaces sont insupportables. Elles sont insupportables parce qu'elles sont de différentes natures, soit quand elles sont portées en vis-à-vis par des familles, et elles le sont encore plus quand elles le sont sur les réseaux sociaux, parce que ça s'enflamme, et puis qu'on a nécessairement l'image de Dominique Bernard à l'esprit, ou Samuel Paty à l'esprit, donc forcément, les menaces sur les réseaux sociaux sont prises au sérieux, et il était nécessaire qu'on soutienne nos collègues. Il y a plein de facteurs toujours pour essayer de mettre en contexte ou d'expliquer ces menaces. Vous, avec en tout cas ces dérives ou cette perte d'autorité, je ne sais pas comment il faut le qualifier, avec l'expérience que vous avez en tant que proviseur, quel regard vous portez sur ces menaces qui sont de plus en plus violentes vis-à-vis de vos collègues et des directeurs d'établissement ?
Alors, je pense que ça serait malheureux de ne les rapporter qu'à nous. C'est-à-dire que moi, j'ai un combat syndical qui est celui des chefs d'établissement, mais je pense que dans les milieux hospitaliers, ils sont aussi victimes de menaces. Je pense que ce qui se passe dans toutes les administrations, en fait, il y a un moment où... Mais pour votre profession, pour les syndicats de personnel de direction de l'éducation nationale, c'est quoi ? Gwen parlait tout à l'heure, au contraire, disait ce retour à l'autorité, l'uniforme, nous, ça nous inquiète. Est-ce que vous demandez à Nicole Belloubet une restauration de l'autorité, une autorité qui soit davantage respectée des enseignants vis-à-vis de leurs élèves ? On demande que l'autorité soit respectée, alors qu'on n'est absolument pas convaincu que l'uniforme est un moyen de restaurer l'autorité. Ça passe aussi par la formation des enseignants, ça passe aussi par l'accompagnement des enseignants, ça passe aussi par la qualité de ce qu'ils sont en mesure de transmettre à leurs élèves, bien évidemment. Mais oui, il y a un souhait d'autorité plutôt qu'un souhait de restauration de l'autorité. Je préfère le formuler comme ça. Et je pense qu'on ne peut pas le ramener qu'à l'école, par exemple. Il y a des mises en cause assez nombreuses de ce qu'est l'institution, en fait, globalement. Alors, pour des raisons fondées, non fondées, que je ne discute pas ici, mais les remises en cause sont assez nombreuses. Et vous avez été confronté dans l'exercice de vos fonctions à des propos comme ça, à des menaces, à des insultes. Oui. Vous avez eu peur ? Oui, il m'est arrivé d'être inquiet, mais je pense que c'est le lot de nombreux chefs d'établissement actuellement. Je pense que dans notre carrière, lorsqu'on a été dans un certain nombre d'établissements, on a tous été à un moment ou à un autre menacés. Oui. Alors, c'est une note inquiétante du ministère de l'Éducation nationale avec ces incidents qui augmentent, 13 incidents graves pour 1000 élèves. Lundi dernier, je vous le disais, il y a eu cette mobilisation. On a le témoignage de Nicolas Bray et aussi de sa profession sur le plateau, mais plus généralement, quel est l'état des lieux de ces violences, de ces incidents ? C'est Sophia Dolé qui nous le dresse. Violence verbale, physique. Chez les chefs d'établissement scolaire, l'inquiétude grandit. Durant l'année scolaire 2022-2023, ils ont déclaré en moyenne 13,7 incidents graves pour 1000 élèves, un point de plus par rapport à l'année précédente. Dans 61% des incidents rapportés, ce sont des élèves qui sont impliqués et dans 30% des cas, ce sont les familles qui en sont à l'origine, pouvant aller dans certains cas jusqu'aux menaces de mort. Nous avons appris que des collègues étaient menacés de mort suite à des conseils de discipline. Une autre collègue du 15e qui me disait qu'elle avait reçu des menaces de la part d'une mère de famille en précisant que je sais où vous habitez dans votre arrondissement et nous vous retrouverons. C'est juste inadmissible. Des proviseurs ou directeurs qui dénoncent de plus en plus de pression auxquelles ils doivent faire face. La réforme du baccalauréat, parce que je suis dans un lycée, apporte aussi une pression supplémentaire parce qu'on est dans le cadre d'un contrôle continu et une pression continue de la part des élèves. Et Parcoursup aussi participe à cette pression de la part de l'ensemble des parties prenantes, notamment des parents et surtout des élèves. Et on a souvent des élèves qui sont dans une situation parfois de détresse et de stress et qu'on doit gérer, et ce qui peut provoquer aussi des conflits. Un rapport de l'Éducation nationale laisse également apparaître des disparités flagrantes en fonction des profils sociaux des collèges ou lycées. 56% des établissements favorisés ne rapportent aucun incident grave, contre 11% des établissements socialement défavorisés. Gwen Thomas-Alves, je voulais vous entendre aussi, monsieur porte-parole de l'Union syndicale lycéenne, sur ces menaces vis-à-vis de vos enseignants et de vos directeurs d'établissement. C'est quoi votre position ? Non, elle est très claire, c'est inacceptable et on le condamne avec la plus grande fermeté. Enfin, ni un proviseur, ni un CPE, ni quiconque dans un établissement doit être menacé par un élève ou par quelqu'un d'autre, même si c'est un personnel, enfin quelqu'un d'extérieur. Donc évidemment qu'on les condamne et on n'est pas favorable, nous, à ce projet réactionnaire et autoritaire porté par Emmanuel Macron. En revanche, on est favorable, nous, évidemment, au respect des personnes et pour qu'il y ait une communauté scolaire, une communauté éducative qui puisse avancer ensemble et qui n'ait pas en fait ces menaces qui n'ont aucun sens. Et donc c'est sur ce point-là évidemment qu'on apporte notre soutien évidemment à toute la communauté éducative qui fait l'objet d'une menace. Et vous ne diriez pas que plus d'autorité peut-être permettrait qu'il y ait moins de menaces si on respecte plus l'autorité de la voix du prof ou du directeur ?
Non, parce que l'autorité proposée par Macron, ça va être... Non, mais sans parler de Macron, l'autorité en général. C'est un peu la question de Maë ce soir. Il vous dit comment faire pour que les élèves de collège et de lycée respectent plus les établissements scolaires et les professeurs. Tout à l'heure, on a parlé déjà de l'état de dégradation, mais là, sur les comportements, est-ce qu'il y a des choses qui manquent en fait pour que ces violences ne surgissent pas ? Non, ce qu'il faut, c'est évidemment des cours. Enfin, c'est de pouvoir revoir tous les cours, en fait, et pas seulement au lycée, parce que je représente les lycéennes et les lycéens, mais pas seulement au lycée, que ça commence dès le plus jeune âge. Et juste, en fait, d'apprendre que dans une classe, il y a un professeur qui est la personne qu'on doit respecter, parce que, déjà que c'est un métier compliqué d'être professeur, il faut encore plus respecter cette personne-là. Et donc, ça nous paraît logique pour le coup. Et après, est-ce qu'il y a un ensauvagement dans les lycées ? Je pense pas personnellement qu'il y a cet ensauvagement-là. Il y a des cas qui se font, qui sont très graves. On a eu effectivement des professeurs qui ont été assassinés, et il faut continuer dans cette lancée, c'est-à-dire de continuer dans cette mobilisation autour du respect des professeurs, des personnels de direction. Après, je pense qu'il n'y a pas un ensauvagement réel, comme se pourrait dire certains. C'est la question que se pose Jean-Baptiste. En tout cas, le corps enseignant nous dit là à l'instant, en vous écoutant l'un et l'autre, est de moins en moins sanctuarisé par les élèves et leurs parents, avec une aggravation à prévoir dans le temps, c'est son sentiment en tout cas. La tendance peut-elle être inversée, demande Nicolas Bray peut-être. Vous avez la même analyse ? Pour répondre à Jean-Baptiste. Alors, il y a la question du rapport qu'a la société à son école. Voilà, plutôt que de parler d'ensauvagement, effectivement, plutôt que parler de déficit d'autorité. Et il y a pour nous un travail à mener dans ce sens-là. Quel est le rapport de la société à son école ? Et il y a quand même quelque chose que j'évoquais tout à l'heure, mais qui pour moi est un facteur. On montre que dans les établissements favorisés, il y a moins d'incivilité que dans les établissements qui ne le sont pas. C'est pas parce que les gens qui ont moins de moyens se comportent plus mal que les gens qui ont plus de moyens, mais c'est parce que la société se fracture aussi sur son école, et qu'il est important de travailler à ce qu'il y ait une mixité plus importante, et sociale et scolaire, parce que c'est ce qui fait sens au niveau de notre société. Enfin, si les groupes restent séparés les uns des autres, il y a un moment où ça crée des tensions, et il est important que chacun se sente dans un ensemble. Et pour aller dans ce sens-là, si effectivement dans la Seine-Saint-Denis on a des élèves qui sont plus issus de familles modestes avec des conditions d'études qui sont mauvaises, est-ce que ça peut aller dans le sens de l'ensauvagement dont vous parliez tout à l'heure ? Moi, pardon ? Oui. Pardon, excusez-moi. Non, effectivement, oui, ce qu'il faut, c'est de la mixité sociale. Ça, on le sait très bien. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas le cas. On a plein de lycées privés, et on a, dans les départements dont on parlait, le 94 et le 93, par exemple, où justement, on a des lycées où, en fait, qui étaient anciennement REP+, c'est-à-dire qui étaient accompagnés par l'éducation nationale. Zone prioritaire. Et en zone prioritaire, exactement. Maintenant, c'est plus le cas. Ça n'existe plus pour les lycées. Et donc, on a moins de moyens. Et évidemment, quand il y a moins d'encadrement, parce que on arrive au lycée à 8h du matin, on voit qu'on peut pas aller aux toilettes parce que c'est pas possible, on voit qu'il y a des plafonds qui nous tombent dessus, et bien évidemment qu'à un moment, il y a cette colère qui monte en se disant, mais en fait, si moi on me respecte pas en tant que lycéen, si moi j'ai un lycée qui s'effondre, évidemment que on va se dire, mais pourquoi j'irai respecter quoi que ce soit? Donc on peut aussi comprendre de ce point de vue-là. Après, cette colère doit se transformer en mobilisation et non pas en irrespect envers quiconque, évidemment. Léo vous demande, pensez-vous qu'il faudrait plus sécuriser les collèges et les lycées? C'est à moi que vous adressez. Non, mais la question de la sécurisation, en fait, a plusieurs angles. Il y a est-ce que je transforme un établissement scolaire en bunker? Il y a en ce moment, évidemment, ce qui traverse l'esprit de tout le monde, c'est la sécurisation en termes d'intrusion violente, qui sont des choses ponctuelles. Voilà, c'est deux axes différents. Quel est le sens de sécuriser un établissement scolaire? Un établissement scolaire, ça doit être aussi un endroit où on vit, ça doit être un endroit où on se sent bien et où on est protégé. Donc il y a bien une idée de sécurité. Il y a bien une idée de sécurité lorsqu'on est à l'intérieur. Mais c'est vrai que pour Dominique Bernard, la question s'était posée. Mais voilà, mais bien sûr, mais c'est professeur d'Arras. C'est transverse de ce qu'on envisage en ce moment. Alors pour le coup, Madame la présidente de région mène des actions importantes pour sécuriser les établissements de cette façon-là, mais il y a aussi d'autres actions à mener. Ce qui s'est passé à Cachan, ça reviendrait à bunkeriser l'établissement, et c'est pas non plus ce qu'on souhaite. On souhaite pas que les établissements scolaires soient des bunkers.
Alors en tout cas, qui fait écho au petit sujet qu'on a vu sur le lycée Ravel, le témoignage d'une téléspectatrice, Mes mains en liberté, c'est son pseudonyme. À l'instant, bonjour, j'étais principale d'un collège en 2020 à Vitry-sur-Seine. J'ai été agressée par un père d'élèves et harcelée par des parents, en majorité voilés. Une précision je n'ai reçu aucun soutien de la hiérarchie ni du syndicat. J'ai fait un burn-out et pris ma retraite. J'avais porté plainte avec plein de preuves, mais la plainte n'a jamais été traitée. Est-ce que dans le traitement des violences ou les solutions qui peuvent être apportées, il y a un problème dans la prise en compte des signalements? Alors, il y a plusieurs points. Ni du syndicat, je ne sais pas lequel. Enfin, voilà, elle s'est sentie un peu seule et mais du bien coup, sûr, elle a fait un burn-out. Il y a un point, par exemple, sur lequel je ne peux pas répondre. Le mal-être est évident et ce que dit la personne est évident. Et pourquoi la plainte n'a pas été traitée, c'est pas de notre ressort. Qu'a fait le parquet, comment ça a été instruit. Mais vous, par exemple, voilà. Pardon, mais si on veut essayer de répondre de façon pratique, si vous avez un cas comme ça dans votre établissement, d'une enseignante qui vient vous voir en disant, voilà, je suis menacée par un parent ou j'ai des propos très virulents, c'est quoi la procédure Qu'est-ce que font les directeurs d'établissement? Quand il s'agit de menaces, quand on menace un fonctionnaire, on transgresse la loi. Quand on transgresse la loi, on a obligation de... Enfin, je veux dire, c'est pas une question de vague ou pas de vague, c'est que quand la loi est transgressée, on doit le signaler, point. Donc vous le signalez au parquet? Et ce point-là n'est pas discutable, oui, bien sûr. Les autorités académiques. On a parlé de l'immobilisme des rectorats. Quand il y a harcèlement scolaire, on parle souvent aussi d'omerta. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Oui, c'est vrai, ce sont des choses qui se disent, mais chacun en conscience... Enfin, quand la loi est transgressée, on a obligation de signaler, sinon on est en défaut. Donc le harcèlement est condamné par la loi. Quand il y a une situation de harcèlement, il faut la signaler. Quand il y a une agression, des menaces, la loi est transgressée, il faut le signaler. Enfin, il n'y a pas de... Pardonnez-moi, mais ma réponse est très binaire, parce qu'en réalité, quand la loi est transgressée, il faut le faire. Mais pour éviter que la prof parte en burn-out, au-delà de la stricte réponse judiciaire, qu'est-ce qu'on fait pour l'entourer dans l'établissement? Est-ce qu'on lui propose un poste différent? Est-ce qu'on la soutient? Est-ce qu'on va discuter avec les élèves? Est-ce qu'il y a du dialogue? Normalement, il y a toujours un temps de dialogue aussi, enfin, parce qu'on reste un lieu où on est un système éducatif et on reste un lieu où on se parle. Notamment sur les situations de harcèlement. Enfin voilà, le harcèlement est condamné par la loi, mais encore faut-il le qualifier. Enfin, et il y a la question de la reconnaissance, mais on reste à un endroit où on se parle. Sur la question des accompagnements, d'autres postes, dans le cas que vous décrivez, il me manque des éléments pour répondre précisément qu'est-ce qui a fait défaut à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que la personne l'a très mal vécu. Alors, dans ces 2 heures d'infos, pour mieux vous répondre, on décrypte chaque soir le vrai du faux avec l'équipe de Vrai ou Faux qui est portée ce soir par vous, Louis Augry. Bonsoir Louis. Bonsoir. Et bienvenue dans ces 2 heures d'infos avec nos téléspectateurs. On l'a entendu, on vient d'en parler avec nos invités. Une enquête a été ouverte après les menaces de mort contre le proviseur de ce lycée à Paris. Nouvelle forme de violence en milieu scolaire. Et ça vous a poussé, et ça nous pousse à cette question. Et on a essayé d'un peu de commencer à répondre avant vous. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce que le niveau de violence a augmenté? Mais en tout cas, ce qui est vrai, on a commencé à en parler, c'est que les exemples récents ne manquent pas, vous allez voir. Bien sûr, on parle de ce proviseur menacé aujourd'hui de mort à Paris, mais ça peut aller très loin avec des agressions physiques, des menaces au couteau. Vous voyez que les médias en parlent quand même régulièrement, un climat particulièrement traumatisant pour le corps enseignant, qui parle forcément d'une hausse de ces violences, comme hier sur BFM TV. Il y a des actes de violence physique et verbale qui sont en hausse. Alors ça, ce qui se passe à l'école, c'est aussi ce qui se passe dans notre société. Voilà, vous l'avez entendu, selon cette proviseure, c'est sûr, il y a une hausse, les chiffres le montrent, une hausse des violences verbales et physiques. Alors nous, on est allé vérifier de quoi on parlait ici pour connaître précisément ce que disent les chiffres. Il faut savoir que chaque année, l'Éducation nationale nous donne son rapport de la violence en milieu scolaire et les derniers chiffres sont sortis il y a quelques semaines. Vous les avez vus tout à l'heure dans le sujet de Sophia Dolé. On y apprend que sur l'année 2022-2023, les signalements d'incidents graves ont légèrement augmenté, 13,7 incidents pour 1000 élèves contre 12,3 l'année précédente. Un chiffre qui était à 10,2 l'année encore avant. Donc c'est vrai, on observe bien une hausse récente des incidents graves en milieu scolaire qui sont signalés. Ces violences, elles concernent surtout les collèges, il faut le préciser, où ont lieu les 3/4 des événements qui sont signalés.
Ça, c'est des violences en milieu scolaire. Est-ce que c'est la même chose pour les violences contre les enseignants dont on parlait à l'instant? Spécifiquement sur les enseignants, c'est en tout cas beaucoup moins simple de l'assurer. On apprend dans cette note du ministère de l'Éducation justement qu'au collège et au lycée, il y a environ 27% de ces incidents qui impliquent directement le personnel enseignant. En fait, la majorité de ces violences, elles se font surtout entre élèves. Ce chiffre de 27%, il est assez stable au cours des dernières années et ce sont surtout des violences verbales dont sont victimes les enseignants. Pour ce qui est des violences plus graves dont on parle aujourd'hui, dont on parle forcément dans la presse, les violences avec armes, les violences avec des coups, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des chiffres récents et surtout des chiffres fiables. Même chose pour les menaces de mort dont on parle avec l'exemple aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Donc si on résume, on a bien une hausse constante des violences en milieu scolaire ces dernières années. C'est plus compliqué à affirmer si on se penche spécifiquement sur les violences des enseignants, ce qui n'empêche évidemment pas que ces violences peuvent être extrêmement traumatisantes, voire conduire à des drames. On en a parlé, Dominique Bernard, Samuel Paty ou encore Agnès Lassalle qui avait été poignardée par un élève atteint de troubles psychiatriques. Nicolas Bray, Gwen Thomas Alves, une réaction à cette plongée dans les chiffres et à ces violences contre les enseignants? Peut-être une petite précision sur les chiffres que vous donniez, hein, qui sont les chiffres du ministère. Les 27% intègrent les faits de violences que vous avez signalés. Tout à fait. Voilà, pour que ce soit bien clair, c'est pas un chiffre c'est à pas part, à côté. c'est les faits de violences que vous avez signalés incluent les violences entre élèves, les violences contre les enseignants et les violences contre les chefs d'établissement et même des violences entre adultes. Enfin, voilà, exactement. Notre téléspectatrice de tout à l'heure répond à vos questions. Mes mains en liberté vous dit, pour aller plus loin, le syndicat était le SNPDEN. J'étais chef d'établissement. La plainte n'a pas été transmise au parquet, mais par le commissariat. Alors j'en profite pour poser la question de Patrick. Un chef d'établissement a-t-il des contacts réguliers avec le procureur de la République ? Alors, sur le fonctionnement, nous n'avons pas de contact régulier avec le procureur de la République, mais nous faisons, alors le nom que je vais employer est peut-être propre à l'Académie de Paris, je ne sais pas, ce qu'on appelle un RIMS, c'est un rapport d'infraction en milieu scolaire, et ce document est transmis au parquet. Donc, mais c'est une information au parquet, parce que au regard des faits, et dans la situation dans laquelle nous sommes, si les faits sont suffisamment graves et que la personne ne porte pas plainte, le parquet peut décider d'instruire. Au ministère public de porter. Alors je voudrais revenir sur ces menaces que détaillait Louis, les questions que téléspectateurs qui sont portées par Myriam. La ministre de l'Éducation nationale a fait un focus sur les réseaux sociaux, où c'est aussi là que se noue parfois une ébullition. Le cas de la jeune fille qui disait qu'elle avait reçu une gifle du proviseur ou du directeur et qui, en fait, lors de la confrontation avec les parents, ces mots ont été retirés. Ça, c'est un fléau parce que vous dites, on est une communauté, on se parle, mais les jeunes se parlent aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose sur laquelle, alors chaque fois, les ministres nous disent, on va le prendre en main, c'est sérieux, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait quand la parole devient folle comme ça sur les réseaux ? C'est le problème des réseaux sociaux. Donc là, on parle de violence. On parle de la violence pour les chefs d'établissement, on parle de la violence pour les enseignants, mais c'est aussi les problèmes de harcèlement sur les réseaux sociaux entre élèves. Enfin, c'est le cadre plus général des réseaux sociaux. C'est pour ça que pour nous, le fait que la ministre vienne auprès de l'équipe de direction pour dire non, la vérité est celle-ci et rétablisse la vérité, c'était très important parce que une fois que les informations sont parties sur les réseaux sociaux, on ne les maîtrise plus, même s'il y a le dispositif Pharos qui permet de nettoyer les réseaux sociaux des informations qui circulent, qui sont fausses ou qui mettent en cause des personnes de façon injustifiée. Mais une fois que c'est parti, ça n'est plus maîtrisable et on ne sait pas dans l'oreille de qui ça tombe, avec des gens qui ont aussi parfois le souhait que ce soit entretenu. Enfin, on a vu des élus, par exemple, transmettre des infos, je les nommerai pas, c'est pas important, mais qui ont transmis des informations erronées et qui alimentent eux-mêmes la rumeur et qui entretiennent contre le chef d'établissement une colère qui, à la description des faits, pourrait se comprendre, sauf que les faits sont absolument faux. Et puis, c'est de toute façon pas par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal, et ils ne sont pas un lieu de justice. Donc, il faut rester calme. Ça fait partie de l'éducation. Enfin, en dehors du fait d'éduquer les gens à l'usage des réseaux sociaux, comme ils sont maintenant un fait de notre société. On vit avec, ils sont là. Et il faut qu'on apprenne à s'en servir. Il faut qu'on apprenne à les contrôler, c'est-à-dire les comprendre, les analyser.
Alors, parmi les téléspectateurs qui nous regardent, beaucoup, et ça arrive souvent avec le thème de l'école, pointe la responsabilité des parents. C'est le cas de Pierre. Il n'y a plus aucun respect pour les institutions, pour la République. Le problème, c'est que certains parents se mêlent de tout ce qui se passe au collège. Pourquoi on n'est pas plus ferme avec les enfants, les parents? Faudrait-il de grosses sanctions pour les parents et les enfants? C'est un peu la même chose qui vient d'être dit. Il suffirait, enfin, c'est trop de téléspectateurs qui s'identifient par 3 petits points. Il suffirait que les parents fassent leur boulot de base, l'éducation de leurs enfants en leur inculquant la politesse, le respect des autres et de l'autre. Les élèves sont souvent des enfants mal élevés qui n'ont même pas acquis les règles de politesse de base. Gwen Thomas Salves, quand vous entendez ça? Ouais, après, enfin, le côté les jeunes d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Enfin, je crois pas trop. Enfin, un moment, enfin, ça, c'est comme ça tous les ans. Enfin, faut arrêter. Et en réalité, les jeunes, dans leur globalité, se comportent très bien, sont très respectueux envers tout le monde. Après, évidemment, qu'il y a des minorités de gens qui se comportent mal. Bah, ça paraît logique, hein, comme sur toute population qui peut y avoir sur Terre. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui se comportent mal. Après, les parents. Sur les parents, enfin après je suis pas professeur ni proviseur, donc je pense que on y répondra mieux que moi. Mais il y a des groupes aujourd'hui de parents d'élèves, notamment les Parents Vigilants, qui est un groupe fondé par Éric Zemmour, qui maltraitent l'éducation nationale, qui sont là pour la boycotter, en soi-disant parce qu'il y aurait une idéologie islamo-gauchiste ou je ne sais quoi dans l'école publique, ce qui est absolument faux. Et donc évidemment qu'il y a ces groupes de parents d'élèves qui sont dangereux pour l'école et on doit absolument faire front pour défendre l'école publique contre ces groupes d'extrême droite. En tout cas, Chloé Hiver nous écoute. Elle est professeure dans le 93 et elle nous dit à l'instant, le problème majeur, c'est que l'on n'a généralement pas les mêmes codes entre profs et élèves-parents. La communication est réalisable, mais pas forcément constructive, dit-elle. Une partie des parents ne fait pas confiance aux professeurs et donne souvent raison à leurs enfants. À partir de là, c'est très compliqué d'interagir. Nicolas Brève, vous partagez ce sentiment. Les codes ne sont pas les mêmes entre parents et profs? Non, la difficulté, c'est de faire une généralité, en réalité. Hein, c'est ce qu'on disait pour la jeunesse, c'est pour les parents. C'est vrai qu'il y a des faits qui reflètent ça. Il y a des moments où l'enseignant est remis en cause dans sa pratique pédagogique, alors que ça n'est pas justifié, alors que ça n'est pas fondé. C'est vrai. Maintenant, on est dans un système où chacun peut s'exprimer. Alors mon propos va être jugé comme autoritaire, vraisemblablement, mais c'est pour ça que c'est important, c'est le cadre de la loi et du respect ou non de la loi. À partir du moment où on transgresse la loi, et ça rejoint ce que vous disiez, on doit le signaler, ça doit être traité comme tel. Et après, on est dans une relation qu'on doit accompagner, construire. C'est peut-être, il y a quelque chose tous à jouer, c'est sûr. Je commençais mon propos en disant que il était important qu'on réinstalle l'école dans la société aussi, quand même. Voilà. Alors, est-ce que, pour être peut-être un peu plus léger, on va voir, si vous voulez, on va parler des stages de seconde, si vous voulez l'effectuer en juin chez nous, à France Info, il y a une ruée dès l'annonce de Gabriel Attal à la rentrée sur ce nouveau stage obligatoire en entreprise. Et ça va être très difficile d'intégrer la rédaction de France Info, je vous le dis, si vous voulez envoyer votre CV. Voilà, c'est fait, message est passé. Celui qui était encore ministre de l'Éducation nationale l'a donc annoncé à la rentrée dernière. Alors la date officielle de recherche des stages commence le 25 mars grâce à une plateforme Un jeune, une solution où des offres seront proposées. Devoir gérer tout ça, est-ce que c'est une charge en plus pour les établissements, pour les élèves? Clémence Barbier et nos invités et une nouvelle invitée en Skype, Virginie Salmen, réagissent et vous répondent juste après. L'annonce a été faite il y a quelques mois par le gouvernement. Un stage obligatoire pour les élèves de seconde pour découvrir un métier dans une entreprise, dans une association ou dans un service public. Personne ne devrait être assigné à un métier sans en avoir découvert d'autres. Personne ne devrait se voir dicter son destin et ses envies sans qu'il ait eu l'occasion lui-même de découvrir ce qui pouvait l'intéresser, ce qui pouvait le passionner. 15 jours d'immersion en milieu professionnel du 17 au 28 juin prochain. 550 000 lycéens sont concernés. Ce stage complétera celui des classes de 3e. Dans ce lycée des Hauts-de-Seine, les avis sont partagés. Ça va nous permettre d'avoir de l'expérience et pour la vie actuelle. Déjà, on avait eu un seul stage en 3e et ensuite on n'a rien à part si on va en lycée pro, bien évidemment. Et je trouve que c'est bien de mettre les lycéens dans
dans un lieu de travail en fait. Je vois pas pourquoi on devrait en refaire un. Surtout que ça a été assez compliqué d'en trouver un l'année dernière. En plus, il y a les élèves de 3e qui doivent trouver des stages. Du coup, on est aussi en compétition avec eux. Les offres seront proposées sur la plateforme Un jeune, une solution, mise en place aujourd'hui. Elle permettra aux élèves de rechercher le stage qui leur convient à partir du 25 mars. Et on est en liaison vidéo avec Virginie Salmen. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être là, cofondatrice, directrice de l'association Viens voir mon taf. C'est une bonne initiative et puis de peut-être de désenclaver, plus d'égalité d'accès aux différents métiers pour tous les élèves. Alors, je ne suis pas certaine que le stage de seconde soit justement une mesure d'égalité des chances en soi, parce qu'on sait que, par exemple, si vous prenez les enfants issus de familles favorisées, 80% vont en seconde générale et technologique. Si on prend les enfants issus du milieu défavorisé, ils ne sont que 35%. Donc, c'est effectivement en grande majorité des enfants issus de classes plus aisées qui vont en seconde générale et technologique. En revanche, moi, je trouve que dans ce stage de seconde, évidemment, faire des stages, je ne peux pas vous dire que c'est une mauvaise chose. C'est évidemment très bien. Évidemment, ça enrichit le parcours des enfants. Le point de vigilance pour moi, c'est vraiment, comme pour le stage de 3e, que les élèves les plus fragiles, ceux qui n'ont pas de réseau, soient accompagnés, puissent trouver un stage. Tout à l'heure, vous disiez que dans votre rédaction, ce serait sûrement difficile, que la compétition serait sévère. Effectivement, les élèves qui ont les codes seront probablement les premiers à postuler. Donc ça, pour moi, c'est un gros point de vigilance, ne pas reproduire les inégalités sociales et scolaires à travers ce stage de seconde. Et je précise qu'on accueille évidemment tout le monde à France Télé et que on a des stagiaires issus de tous les départements et de tous horizons. Juste pour refermer la parenthèse. Est-ce que vous, Virginie, du coup, avec Viens voir mon taf, vous faites en sorte que des élèves qui n'auraient pas accès à des métiers où ils se disent c'est pas pour moi, puissent au contraire nouer des contacts et vous, c'est ce que vous faites, c'est aider à envoyer des gens qui n'auraient peut-être pas osé candidater à tel ou tel endroit? Oui, absolument. Nous, on est le réseau des jeunes sans réseau, donc on accompagne exclusivement des élèves qui sont scolarisés en collège REP et REP+, c'est-à-dire en éducation prioritaire, ce qu'on appelait auparavant ZEP. Donc, ce sont des enfants, effectivement, qui n'ont pas de réseau familial, qui ont plein d'envie, plein d'ambition, et donc on accompagne justement avec nos milliers d'offres de stages d'entreprises petites, moyennes, grandes, dans tous les secteurs, pour les aider justement à accomplir leurs rêves et puis à poursuivre leur ambition scolaire et puis ensuite professionnelle, parce que c'est vraiment très important. C'est la première grande inégalité des chances, en fait. Les élèves ont 14-15 ans et nous, on a des élèves qui se prennent 40-50 refus pour un stage de 5 jours non rémunéré. Donc imaginez un peu la violence que c'est pour eux. Donc des associations comme la nôtre, comme Viens voir mon taf, justement, les accompagnent à trouver un stage de qualité dans des entreprises parfois très prestigieuses, et donc justement à réaliser ces rêves qu'ils ont comme tous les autres collégiens et collégiennes. Et dernière petite question avant de faire réagir nos invités en plateau. Pour cette jeune fille, c'était intéressant ce qu'elle disait. On est en compétition avec nos collègues de 3e qui veulent aussi, alors même si c'est pas forcément au même moment, est-ce que ça peut avoir un embouteillage qui freine tout le monde finalement ? Oui, effectivement, c'est un excellent point qu'elle souligne, puisque les entreprises déploient déjà beaucoup d'énergie effectivement pour offrir des stages de qualité aux élèves de 3e. Elles vont devoir se mobiliser encore un peu plus pour les élèves de seconde. Donc mathématiquement, effectivement, il y aura un petit embouteillage, même si effectivement c'est pas la même période. Les stages de 3e, c'est plutôt entre novembre et mars généralement. Mais les entreprises, par exemple, qui accueillaient 2 fois des stagiaires de 3e dans l'année, vont peut-être se poser la question. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut-être va pousser les entreprises à faire 3 accueils ou à accueillir encore plus souvent des stagiaires, ce qui serait une excellente chose, parce que en 3e, les élèves en fait ont un gros choix d'orientation à faire à la fin de l'année. Donc c'est vraiment un stage extrêmement important. Aller en milieu professionnel cette année-là, c'est vraiment une année charnière, donc un moment crucial pour eux. Et ce serait dommage que les élèves se fassent une compétition entre eux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Virginie Salmen, directrice, cofondatrice de l'association Viens voir mon taf. En plateau, toujours Nicolas Bray, proviseur de Fénelon, secrétaire académique du SNPDEN UNSA Paris, et Gwen Thomas Alves. C'est
Une charge mentale de plus pour vous, les stages de seconde ou pas? 4 points. D'abord, Viens voir mon taf fait un très beau travail dans l'éducation prioritaire, c'est important de le dire. Ensuite, il y a le point de l'injustice territoriale. C'est-à-dire qu'on est à Paris, certes, je parle de Paris, quel que soit le milieu social des enfants, il va y avoir une ressource. Mais que se passe-t-il pour les enfants qui sont au sud de la Seine-et-Marne ou qui sont dans des petites villes de province? La ressource du stage prestigieux à moins d'1 heure de voiture n'existe peut-être pas. Enfin, je veux dire, donc il ne faut pas se voiler la face non plus. Ensuite, il y a le troisième point, c'est le cadre légal. Le cadre légal, et là ma position est syndicale, n'est pas défini. Il n'existe pas encore. C'est-à-dire que dans cette nouvelle proposition, la convention qui pose le cadre légal de ce stage n'existe pas. Et donc le quatrième... Petit appel à l'éducation nationale. Petit appel à l'éducation nationale de la part du SNPDEN, UNSA national même. Je peux parler pour eux sur cette question-là. Et le quatrième point, c'est la question des ressources humaines. Parce que lorsqu'il y a 170 élèves en classe de seconde, ça veut dire qu'il faut 170 enseignants pour suivre les stages, à un moment où tous les enseignants sont sur le bac. Donc il n'y a pas d'enseignants pour suivre les stages. Et les chefs d'établissement ne suivront pas 170 stagiaires. Donc, quand je dis charge mentale, charge tout court, pour l'instant, ça va pas, ça colle pas pour vous. Non, ça ne colle pas. Et le côté injustice existe aussi très fortement. On le voit dans certains établissements où il y a la possibilité de faire un stage de découverte linguistique à l'étranger, par exemple. Ça ne va pas être offert à tout le monde. C'est normal, c'est des stages qui sont très beaux. Mais ça va aussi créer une injustice. Donc voilà. Je sais que vous n'aimez pas parler de votre lycée, mais vous n'allez pas le faire, vous. À Fénelon, vous ne le ferez pas, les stages de seconde, là, cette année? Écoutez, ça me semble compliqué. J'ai pas la ressource humaine, j'ai pas le cadre légal. Si j'ai le cadre légal et la ressource humaine, ça sera mis en place. Gwen? Non, nous là-dessus, sur le principe, on n'a aucune opposition, nous, à faire un stage, c'est très bien, parce qu'il y a un problème où l'orientation c'est un moment compliqué, et en 3 ans, il faut qu'on ait un métier en tête et qu'on puisse aller ensuite sur Parcoursup. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a déjà un problème de ressources humaines, mais sur le point de vue plus lycéen, en fait, on va se retrouver avec beaucoup d'élèves qui vont faire des stages kebab. Il y avait un article du Monde qui en parlait, avec énormément d'élèves qui n'ont pas les contacts nécessaires. C'est ce que disait Virginie Salmen tout à l'heure, quand on n'a pas les ressources et les codes, on va... au kebab ou au fast-food ou au restaurant. C'est exactement ça. C'est ça. Je me rappelle en 3e avoir utilisé la plateforme, donc je suis très content. Mais pour le coup, non, il y a plein de fois où en fait ça va justement être des stages kebab et avec d'autres élèves qui par contre eux vont aller dans une grande entreprise de papa et maman. Donc il y a une énorme inégalité sur ce point-là. Et ensuite il y a un manque d'accompagnement concret. C'est-à-dire que on a des élèves. Pardon, mais la plateforme que l'Éducation nationale veut mettre en ligne, là, c'est ce que disait un jeune, un stage, ce que disait Bruno Le Maire tout à l'heure. Ça c'est pas utile. Ils vont pas répertorier des offres qui pourront être accessibles, j'imagine, à tout le monde, quel que soit son milieu ou son lieu géographique, son lieu d'habitation? Ça va être sur la même période. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs centaines de milliers d'élèves qui, au même moment, vont tous candidater pour trouver un stage, en France. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à trouver 750 000, 800 000 emplois sur une même période. C'est-à-dire que, techniquement, ça me semble un peu impossible, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi le problème de l'aspect logistique, c'est-à-dire que des enfants qui sont en province, pour le coup, ils n'ont pas de voiture à 15 ans. Donc ça va être très compliqué de pouvoir aller sur un lieu de stage, ou alors ça va être un équivalent stage kebab comme on peut le retrouver en banlieue, mais en province. Avec tout le respect qu'on doit au kebab. Évidemment, très bon. Et à la province. Et à la province, évidemment. Merci beaucoup Gwen Thomas Alves. Merci Nicolas Brel.